Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire partager mon expérience sur la réalisation des questionnaires en ligne et des questionnaires et des études de manière générale, et surtout à quoi ça sert en marketing. Parce que je me souviens, j'avais un directeur marketing à l'époque, Henri Benamram, pour ne pas le citer. C'est vrai qu'il venait des études plutôt scientifiques, statistiques, et c'est vrai que pour lui, c'était un vrai féru de statistiques. Moi qui étais uniquement, bon, un peu un novice là-dessus, c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris, et c'est vrai qu'avec quelques études, on a réussi vraiment à booster le marché. Et à l'époque que je travaillais chez Ciel, l'éditeur de logiciels de comptabilité, c'est vrai que grâce à ces études-là, on a pris le dessus sur notre principal concurrent, tout simplement en identifiant mieux quels étaient les besoins des clients, et les besoins exprimés et les besoins non exprimés. Ça, on l'a fait plutôt de manière qualitative, et je suis allé au contact, parce que les études, ça suffit pas, il faut aussi aller vérifier ce qu'il y a sur le terrain. Mais déjà, rien qu'avec ça, on a, on a tout simplement cartonné, parce qu'on a posé une question: pourquoi les gens achetaient un logiciel de comptabilité? Et la réponse numéro un, c'était parce que c'est simple. Alors c'était il y a 10 ans, ça va encore être valable maintenant, et c'est vrai qu'on a complètement changé notre stratégie produit, et en l'espace de 2 ans, on a complètement rattrapé ce concurrent qui commençait à nous cartonner, et on a vraiment été au taquet, et on a sorti des nouveautés que je pourrais vous présenter, mais des nouveautés qui étaient vraiment liées à ces études-là. Et c'est grâce à deux trois études clés que moi j'ai menées sur la base client dès le départ, que on a réussi comme ça à aller véritablement au fond des choses. Alors bien sûr, le questionnaire est là pour avoir des idées, valider des hypothèses surtout. Si vous voulez faire du disruptif et véritablement avoir des choses qui vont être différentes du marché, le questionnaire en ligne ne sera pas le meilleur outil, parce qu'en fait moi je le vois bien, toutes les idées un petit peu innovantes que j'avais fait à l'époque, par exemple la compta à l'envers, l'intuitiel et tout ça, je l'ai eu en fait au contact des gens, parce que c'est quand ils vous expriment quel est leur problème, que vous imaginez en fait une solution dont ils n'auraient même pas eu l'existence ou l'idée de penser, et c'est là que vous arrivez vraiment à être disruptif. Mais bon, là c'est une autre chose. Le questionnaire en ligne reste vraiment important. À l'époque, quand j'étais chef de marché, j'en faisais un minimum propre sur mes produits d'un questionnaire par an. Et généralement, j'avais en plus une étude sectorielle qui était groupée entre plusieurs chefs de marché, chefs de produits. Et ensuite, j'avais des petites études entre-temps. Par exemple, moi, j'adorais beaucoup faire des études pour préparer une conférence ou préparer une infographie. J'en ai fait une par exemple sur le domaine du CRM, et en fait l'étude elle servait qu'à ça, qu'à faire une infographie. Alors bien sûr il y avait des petites hypothèses à vérifier, mais ça m'a vraiment servi principalement à ça. Enfin il y avait deux objectifs, d'ailleurs j'y reviendrai juste après. Objectif numéro un qui était valider les hypothèses, et deux en fait c'était tout simplement de réaliser une étude, une infographie pour publier des communiqués de presse, et tout simplement avoir une position de leader, parce que c'était la problématique à l'époque, c'était il y a 4-5 ans de ça je crois. On n'était pas connu du tout dans ce milieu-là. Et en fait, quand on veut être connu et être une référence dans le secteur, rien ne vaut une étude, une infographie, ça, une enquête. Hein. Et ça, tout de suite, ça vous pose en sachant quelqu'un qui sait. Et quand vous êtes face à d'autres personnes lors d'un débat, une table ronde ou à l'appel d'offres, tout de suite, ça fait la différence. Moi, en fait, je l'ai vécu plusieurs fois, hein, à des conférences lors de salons solutions. Particulièrement sur le CRM et le RP. En fait, on était à un tour de table avec à peu près une petite dizaine d'experts, et j'étais le seul à citer des chiffres. J'étais le seul en fait à dire voilà, nos clients nous disent que dans 95% des cas, c'est ceci, c'est cela, blablabla. Bla, 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 bla. Et tout ça en fait me mettait vraiment au-dessus de la mêlée. Et à chaque fois, je me souviens, la personne qui animait les débats disait oui, attendez, monsieur de Sedge, là, est-ce que vous avez un chiffre là-dessus? Je dis ah bah bien sûr, puisqu'en fait, quand je faisais ces études, ces interventions-là, comme c'était stratégique pour nous d'être perçus comme un leader lors de ces salons, parce qu'il y avait des journalistes, il y avait des prospects, etc. Et tout simplement, je préparais en avance mon discours, et selon les questions, les thématiques, j'avais toutes mes stats, et s'il le fallait, je pouvais lancer une étude express. Et ça, j'y reviendrai juste après. Voilà. Alors, là, on va fermer la parenthèse, qui était une longue parenthèse. On va commencer maintenant par tout simplement s'intéresser au cœur du sujet. Avant de lancer une étude, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous allez en faire.
qu'est-ce que vous allez faire de ces réponses? Souvent, en fait, moi, j'ai plein de gens qui disent, allez, ok, on va faire un questionnaire, puis ils commencent à rédiger les questions, mais je dis, stop, 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 il faut arrêter ça tout de suite. Il faut réfléchir d'abord aux objectifs du questionnaire, parce que ça, c'est vraiment trop négligé. Il faut éviter cette questionnette aiguë où, en fait, on va rajouter des questions. Ah, tiens, ça serait pas mal de voir ça, et si ceci, et cela. Tiens, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé ça, et à ton avis, est-ce qu'ils font ça? Blablabla. Bref, on arrive à un truc qui est indigeste, qui est décousu, et que, bien sûr, les gens vont mettre du temps à répondre, ils vont pas répondre, il y aura vraiment quelque chose de pas terrible. Donc l'important c'est tout simplement éviter d'avoir un taux de non-réponse ou un questionnaire trop long, indigeste, en définissant un objectif principal et éventuellement un objectif secondaire. L'objectif principal c'est là où vous allez concentrer vos efforts et l'objectif secondaire c'est le bonus. Voilà. Alors, c'est important de formaliser par écrit. Si vous êtes dans une grande entreprise, généralement, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes responsable marketing ou chargé de marketing, vous demandez toujours un brief. Parce qu'en fait, il y a les gens, déjà, ça va filtrer un peu les gens qui veulent faire des études pour des études. Et surtout, en fait, ça va permettre d'expliquer pourquoi, comment, et tout simplement, après, voir s'il n'y a peut-être pas une étude qui est déjà faite. Alors, cette formalisation, c'est pas forcément, 15 pages, hein. Le plus souvent, moi, ça tenait dans une page, c'était bon voilà, le but du questionnaire, c'est faire ceci, cela, blabla, blabla, et ensuite réaliser une infographie. Alors, après, bien entendu, faut indiquer la cible, il faut indiquer la date de préférence, la date où on veut livrer l'étude, etc., etc. Alors, si vous n'êtes pas habitué, moi, je vous conseille d'utiliser la méthode classique, hein. C'est la même méthode que j'utilise pour réaliser un article ou lancer un produit ou tout ça. C'est la méthode des 7W plus 2. 7W plus 2, c'est 7 why en anglais. En fait, en français, c'est les 7 questions. Et les plus 2, c'est ma petite sauce personnelle. C'est ce que j'utilise moi et qui me permet de faire la différence sur le marché. Alors, les 7W, c'est qui, bien sûr, qui on veut interroger, où se trouve le fichier, combien sont-ils, blablabla, quoi, quel est le sujet et l'objectif, qu'est-ce qu'on veut mesurer, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Pourquoi, enfin, pourquoi on fait l'étude? Est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'une étude, ça prend du temps, de l'argent, et surtout, quel est le plan d'action derrière? Parce que moi, j'en ai vu tellement des études, en particulier les études NPS, où derrière, on ne faisait rien du tout, et voilà. Alors par contre, à contrario, moi j'ai déjà fait des études NPS rien exprès pour choquer le DG ou pour en fait avoir des billes contre la R&D parce que c'est vrai que quand vous travaillez en marketing produit et que vous avez en face de vous les gens de la R&D, systématiquement, s'ils vont dire mais non mais le client n'a pas besoin de ça, non mais moi je sais ce que veut le client, etc., etc., alors qu'ils sont jamais allés voir le client. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur prouver avec des faits, avec des chiffres, qu'on a raison. Et l'étude est vraiment le meilleur outil que j'ai, hein. Vraiment, je dis toujours, si vous voulez faire passer une idée à un DG ou à une R&D ou à des développeurs et tout ça qui sont un peu obtus, bourrus, ce qui est souvent le cas parce que c'est vrai qu'on pense savoir ce que veut le client, hein, mais on n'est pas dans sa tête malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On offre l'occasion d'avoir raison et d'avoir des chiffres, et même pour vous ça peut vous aider, hein. Vous faites une étude sur quels sont vos besoins, si vous proposez telle fonction, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors l'astuce que moi j'utilisais, c'est que pour pas fâcher la R&D, parce que si vous posez tout seul vos questions, la R&D va vous dire ouais mais attends, t'as pas pensé à ça, ça, ça. Donc il faut les associer. Il va dire bah, ok, on va tester cette fonction par exemple, hein. Est-ce que tu peux m'en donner deux? Alors comme ça vous réservez les 5 autres, ce qui permet déjà d'avoir un pré-choix. Et ensuite, en fait, bien entendu, vous posez la question de manière normale, ça doit être transparent. Et grâce à ça, en fait, comme vous les avez associés, qu'ils ont pu mettre aussi leur idée, ils peuvent pas après dénier et dire, bah voilà, fini, si c'est vrai, il y a les chiffres qui parlent pour ça. Voilà. Alors, donc là, le plan d'action derrière, comme je le disais, c'est vraiment essentiel. Parfois, comme je le disais, c'était juste un plan d'action, montrer au DG qui se plante, qui se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude et plus loin, voilà. Tout simplement, ça va être par email. Est-ce que ça va être aussi par SMS? On peut le faire, hein. Avec quel service? Là, par exemple, moi, je suis en train de tester une startup française qui s'appelle Dragon Survey. C'est assez sympa parce que souvent, en fait, on se dit que c'est un petit peu compliqué de faire des études de marché, des questionnaires. Là, c'est vraiment bien parce qu'ils ont des modèles prêts à l'emploi. D'ailleurs, je vais vous montrer, tiens. Ils ont des modèles prêts à l'emploi. Je trouve que c'est bien foutu parce qu'en fait, on arrive véritablement à créer en 2-3 minutes des questionnaires. En plus, ils ont des modèles. Voilà, si vous créez un sondage ici, vous voyez, vous pouvez copier un de mes sondages existants ou vous pouvez s'inspirer d'un modèle. Et ça, c'est vraiment sympa, une étude de marché, etc., etc., une étude client. Donc, vous avez des modèles et après, tac, vous dites, ok, d'accord, c'est à peu près ça. Ça permet directement de pouvoir s'inspirer et d'avoir, par exemple, ici, c'est par exemple étude client, conso,
Voilà, tac. Et donc, vous lancez. Et donc, vous avez déjà ici une partie des questions qui existent. Et comme c'est vraiment simple, vous pouvez ici rajouter des questions, drag and drop, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment bien avec des. Ici, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des notes. Enfin, bon, c'est quand même bien foutu parce que c'est important que ça soit très visuel pour les clients. Voilà. Alors, je reviens à la question numéro 5. Comment quelles sont les questions nécessaires pour obtenir la réponse attendue? Parce que il faut déjà penser aux réponses avant de penser aux questions. Il faut vraiment partir de l'inverse. Il ne faut pas dire, bon, alors, quelles questions je vais poser, mais quels résultats j'ai besoin et comment je vais les utiliser. Par exemple, souvent, moi, je dis aux clients, enfin, à mes clients et aux personnes qui bossent avec moi, le type de question va dépendre de la manière dont tu veux analyser la chose. Si tu dis par exemple, êtes-vous satisfait de nos produits? Oui, non, ça a peu d'intérêt à part vouloir, je dis bien, avoir un super score et dire 90% de nos clients sont satisfaits de nos produits. Parce qu'en fait, c'est une moyenne à peu près générale. On a à peu près un taux de 90% de satisfaction sur la plupart des produits. Et si on se dit, tiens, bah, mon objectif c'est de dire ouais, 95% de clients satisfaits, là on va poser la question oui-non. En revanche, si on veut cette fois avoir une question qui va être utilisée plutôt en interne pour savoir est-ce que les gens sont vraiment contents du produit et avoir vraiment un chiffre pour nous. On va pas poser oui non, mais on va dire sur une échelle de 1 à 5, pourriez-vous me dire si vous êtes satisfait de notre produit? Ou alors d'une échelle de 1 à 4, est-ce que vous êtes satisfait du produit? Alors pourquoi cette différence entre l'échelle de 1 à 4 et 1 à 5? Parce qu'en fait l'échelle de 1 à 4 va permettre au client d'exprimer obligatoirement son sentiment vis-à-vis de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de réponse en fait au milieu, hein. C'est des choix pairs, donc c'est soit je vote 2, soit je vote 3, mais je peux pas, enfin 3 sur 4 hein, bien entendu, mais je peux pas avoir une réponse au milieu, tandis que si j'ai 5 réponses, 1, 2, 3, 4, 5, ben, je peux très bien mettre 3 et à ce moment-là c'est bof. Donc là encore une fois, le choix des questions n'est pas et le choix et les items de réponse n'est vraiment pas anodin, et selon ce que vous voulez faire, eh ben, il faut choisir différents types de questions. Voilà. Ensuite, il y a le combien, ça c'est donc le sixième. Quelle est la cible? Est-ce qu'on a les moyens de segmenter le questionnaire? Quel est le budget? Parce qu'en fait, il y a le budget de l'étude, le temps qui passe, mais on verra tout à l'heure aussi qu'on peut offrir des petits bonus. Quand? Alors quand est-ce qu'on fait l'étude? 2 mois après l'achat, lors de l'achat, etc. Parce que ça aussi, ça a un impact. Est-ce qu'on fait des relances sur les non-ouvreurs, etc., etc. Alors ensuite, les deux choses en plus, c'est tout simplement les erreurs à ne pas commettre. Qu'est-ce qui va faire en fait que le questionnaire ou l'étude de marché soit un sondage? Et là, en fait, je liste, si on veut pas se planter, il faut tout simplement ne pas oublier de faire ci, ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire lister les items, par exemple, etc., etc. Donc ça permet de mettre sur papier, de rien oublier. Et après, les astuces, c'est qu'est-ce qui va faire tout simplement qu'on va avoir un taux de réponse qui va être meilleur. Et les astuces, généralement, c'est par exemple offrir un petit cadeau, offrir un jeu concours aux participants, c'est parfois aussi travailler sur l'objet, etc., etc. Voilà. Alors, une fois qu'on sait où on en est, tout simplement, en fait, on va dire, ok, voilà les questions que je vais utiliser. Voilà. Alors, je donnais aussi un exemple ici, hein. Le but, c'est publier, par exemple, si vous voulez faire une étude sur les fonctions du produit, il faut toujours se dire, ok, je vais lister mes fonctions, mais je laisse toujours le moyen au client de s'exprimer. Parce que rien de pire qu'un client que vous allez frustrer avec un questionnaire où il ne peut pas répondre, en disant, mais non, mais c'est pas du tout ça que je veux. Donc, il faut toujours mettre un autre et à chaque fois en texte lié précisé. Comme ça, en fait, les gens vont pouvoir véritablement s'exprimer et dire ce qu'ils veulent. Et parfois, on a des surprises, hein. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Il faut toujours tester aussi la cible, soit sur vos collègues, si possible sur un petit panel de clients. Parce qu'en fait souvent on se rend compte qu'on est obligé des items de saisie et ça tombe beaucoup dans autres. Alors si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec 20 à 30% de autres, et là soit en fait on a laissé un texte de saisie libre en disant préciser, et à ce moment là vous serez obligé de recoder à la main, et moi j'ai déjà fait pour quelques centaines de réponses, et je peux vous assurer que redresser un truc c'est un peu la galère. Soit en fait justement vous avez anticipé, vous avez travaillé sur un petit échantillon, et là à ce moment là vous le rajoutez dans les items à proposer. Voilà. Alors, autrement, un élément essentiel que moi j'essayais de retenir, c'est tout simplement qu'un questionnaire doit être court.
questionnaire qui est auto-administré, c'est-à-dire que c'est un questionnaire que vous allez vous-même saisir, c'est-à-dire qu'on envoie un email et le client le fait soi-même. Il faut que ça dure moins de 5 minutes parce que le client, il a autre chose à faire que répondre à vos questions. On verra qu'il y a quelques petites astuces pour qu'il réponde un peu plus, mais bon, 5 minutes de son temps après, qu'est-ce qui se passe? Il y a le téléphone qui sonne, et puis il a autre chose à faire, et puis il a une envie d'aller aux toilettes, et ceci, cela. Donc 5 minutes, c'est ça. Après, quand vous êtes avec une entreprise de sondage qui peut appeler les gens, là on peut aller plus loin, et là bien entendu on peut aller sur un quart d'heure. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin. Si vous voulez avoir plus de précision, comme je le disais, on ne va pas faire un questionnaire par téléphone ou un questionnaire par email, mais on va aller rencontrer les gens, et on va discuter avec eux, on va leur prendre une demi-heure, ou alors on fait un focus group, et puis on les invite tous dans un endroit, et puis hop, on discute pendant 1 heure ou deux, et puis on leur paye ensuite un petit cadeau. Mais le questionnaire, lui, il n'est pas là pour faire ses introspections, le questionnaire est là pour aller vite, avoir des confirmations d'hypothèses. Vraiment, c'est de la confirmation d'hypothèses, on fait des listes et on confirme tout ça. Voilà. Après, autrement, comme je disais, ça va être de l'abandon au cours de saisie, des données fantaisistes, etc. etc. Voilà. Alors, une chose aussi que parfois certaines personnes oublient, c'est la question filtre au départ. Êtes-vous bien l'utilisateur du produit XY ou êtes-vous toujours client de la société bidule? Moi, j'ai déjà vu comme ça des questionnaires qui ont été envoyés avec une erreur de ciblage parce que les bases de données ne sont jamais parfaites et le client qui répondait autre, mais j'ai arrêté d'utiliser votre produit depuis des mois, etc. etc. Donc forcément, il faut toujours avoir cette question filtre qui permet d'éjecter les gens qui sont hors cible. Ou alors c'est aussi le cas où par exemple quand vous avez par exemple la responsable qui lui est l'email de contact parce que c'est le responsable de la compta, c'est lui qui paye les factures ou je ne sais quoi, et puis vous avez les utilisateurs finaux qui eux sont pas toujours dans les bases de données, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier que c'est bien l'utilisateur du produit. Voilà. Alors certaines questions ne sont pas nécessaires, hein. Parfois aussi vous avez déjà des réponses dans votre base de données. Moi je me souvenais que certains collègues demandaient toujours, ouais, on est habitué à mettre le secteur d'activité, puis on est habitué à mettre également par exemple la taille de l'entreprise, blablabla, mais je disais mais attends, déjà tu es en train de griller 3-4 questions pour des questions que normalement on est censé savoir et qu'on le sait, on va pas griller la motivation du client. Là, le questionnaire c'est 5 minutes, on va pas aller plus loin, quoi. Donc il faut vraiment se dire, ok, ça sert à rien d'aller s'embêter. Après, vous pourrez extraire ces données-là dans votre fichier et les récupérer. Donc voilà, faut pas aller plus loin, quoi. Autrement aussi, ce que j'utilisais beaucoup, c'était le sondage express. Alors le sondage express, ça c'était 1 ou 2 questions pour tester sur une base client un nom, un prix, un concept. Ça c'est vraiment bien parce qu'en fait vous avez 3-4 questions et surtout vous indiquez au client est-ce que vous avez 30 secondes pour répondre à ces 3 questions. Vous verrez c'est super rapide, etc., etc. Donc ça c'est vraiment bien. Autrement, il faut quand même faire attention. La règle qu'on admet généralement, c'est pas plus d'un email promo ou d'un email étude par trimestre parce que au-delà de ça les gens vont se lasser et puis surtout ils disent ouais mais vous m'envoyez souvent des études. Ça c'était le retour que j'avais régulièrement, vous m'envoyez souvent des études, par contre je vois pas beaucoup de résultats dans le produit. Alors là donc forcément ça montre en fait que les gens sont lassés et puis ils en ont un petit peu marre. Voilà, donc faut éviter un petit peu trop non plus l'effet inverse. Alors, autrement pour votre cible, si elles sont peu nombreuses, attention à l'intervalle de confiance. C'est aussi vrai lorsque vous voulez faire par exemple une infographie. Si vous n'avez pas un minimum de 200-400 répondants, en fait votre sondage ne va pas être fiable, tout simplement parce que si vous avez 10 participants, le taux de fiabilité il est inférieur à 30%. C'est-à-dire que l'écart type, ça peut être 30% de moins ou 30% de plus. Si par exemple vous dites est-ce que vous seriez prêt à acheter mon produit, et si vous avez 30% de gens qui répondent, si ça se trouve, c'est pas 30%, c'est 0% ou 60%. Donc là, en fait, on est complètement dans quelque chose qui est illusoire. On se base sur du sable, on se base pas sur la réalité. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut avoir au moins 200 répondants. Là, on commence à avoir quelque chose parce que à 400 répondants, par exemple, la marge d'incertitude, elle est aux environs de 5%. Donc 5%, si vous avez 30%, soit c'est 25, soit c'est 35. Donc là, on est vraiment quelque chose de vrai. Alors, ça, c'était la parenthèse. Je vous dirais que dans les faits, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des études, surtout des infographies ou des choses comme ça, avec des petits nombres de personnes, surtout sur mon blog personnel. Et là, en fait, on parle plutôt de sentiments, on parle plutôt de tendance. On ne parle pas, en fait, de X personnes ont fait cela. On dit que la tendance est plutôt de ceci, cela.
Donc en fait, bien entendu, il faut essayer de pas trop le mettre en avant, parce que si un journaliste tombe là-dessus, bah forcément vous êtes grillé, parce qu'il verra tout de suite qu'avec allez, 20 répondants, votre étude est complètement bidon. Donc l'astuce, encore une fois, là, c'est d'indiquer le nombre de personnes répondant à la globalité du sondage, parce qu'il y a certaines questions où vous n'aurez pas 100% qui répondront, mais vous aurez peut-être 50 ou 100, et donc dans ces cas-là, vous indiquez la totalité des répondants et non pas la réponse à chaque question. En revanche, si vous avez vraiment un journaliste qui est pointilleux, un blogueur qui fait vraiment bien son boulot, bah, quand il verra des chiffres un peu bizarres, il vous dira mais attendez, vous êtes sûr de votre chiffre là? Moi ça m'est déjà arrivé de voir comme ça des chiffres et je me dis mais c'est n'importe quoi. Et oui, et en analysant un petit peu et en demandant des résultats, on se rend compte que ben, la personne, elle avait interrogé ok 400 personnes, mais que pour la question 25, en fait il n'y en avait plus que 10 ou 20. Et donc forcément là, votre question elle est complètement out et ça ne sert à rien de la faire, quoi. Voilà, de la publier. Sauf si vous indiquez une tendance comme je l'indique précisément. Alors, aussi, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas s'attendre à un taux de réponse important. Alors si vous avez quand même des gens qui sont assez impliqués, qui ont quand même, par exemple si vous demandez aux gens sur les évolutions du produit, que vous allez, grâce à leurs idées, faire évoluer le produit d'ici à la fin de l'année, que vous hésitez entre trois fonctions, bla 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 bla, et que c'est important pour eux, là vous pouvez avoir des taux de réponse supérieurs à 30%. Mais la plupart du temps, allez, il faut compter 5, 10, 20% dans le meilleur des cas, vraiment dans le meilleur des cas. Et donc, si vous, par exemple, voulez interroger 400 personnes, enfin, avoir les réponses de 400 personnes, bah, il vous faut 40 000 emails. Donc, forcément, là, ça va peut-être devoir vous dire quelque chose. Donc, à ce moment-là, soit vous vous contentez d'un écart et d'une fiabilité qui sera moindre, soit en fait, vous dites, bah, tiens, pour que ça marche, eh ben, je vais tout simplement peut-être faire de la relance téléphonique, ou je vais peut-être envoyer deux mails, ou alors je vais offrir un cadeau, etc., etc. Voilà. Donc là, on était sur la partie but, objectif, etc. Maintenant, on va passer à la partie optimisation du questionnaire en lui-même, hein, parce qu'en fait, sans le vouloir, on peut biaiser son questionnaire. C'est toujours bien de travailler à deux, et c'est vrai que nous, on travaille toujours à deux, avec une personne qui lit le document et une autre qui l'écrit, et tout de suite, là, ça marche un peu mieux, et c'est vraiment intéressant. Parce que, bon, bien sûr, il y a des fautes d'orthographe et tout ça, mais aussi l'art du sondage et l'art du questionnaire, ça s'apprend. C'est pas juste je pose des questions et voilà. Par exemple, une erreur souvent commune que je vois, c'est quand on teste un prix, il faut jamais commencer par le prix le moins cher, mais toujours par commencer le prix le plus cher. Autrement, le client, il va regarder, il va se souvenir du prix précédent et il vous dira, ah bah non, je préfère l'autre. Donc, si vous testez un prix, vous testez pas un prix d'abord 25 euros et ensuite 50 euros, mais vous donnez tout de suite le prix le plus cher, comme ça vous aurez vraiment les gens qui sont les plus intéressés. D'abord 50 euros et ensuite 25 euros. Voilà. Aussi dans les biais que je vois régulièrement, surtout dans des questionnaires face à face dans la rue, c'est le créateur d'entreprise qui dit voilà, j'ai créé ma boîte, est-ce que vous pouvez m'aider et remplir un sondage? Ou alors on est étudiant, on travaille là-dessus. Bon, bah forcément, ça c'est complètement biaisé parce que vous allez essayer de leur faire plaisir un peu. C'est comme si vous allez par exemple dans les gares SNCF, ça aussi ça me fait beaucoup rire. Vous avez en fait une petite borne où en fait on peut voter pour l'expérience dans la gare. Est-ce qu'on a bien apprécié l'expérience dans la gare ou pas? Alors si vous regardez un petit peu, vous verrez qu'il y a un petit bouton ping où il suffit de presser et là en fait on peut donner son avis positif. Par contre si on n'est pas content, bah, qu'est-ce qui se passe? Il faut scanner un QR code. Donc forcément là c'est complètement biaisé. Je me demande combien de personnes où il faut vraiment être très mécontent pour tout simplement ne pas cliquer sur le bouton et utiliser le QR code et tout ça. Voilà. Alors aussi, également, il faut éviter d'adduire une réponse dans la question. Par exemple, Facebook Ads devenant incontournable, pensez-vous augmenter votre budget Facebook Ads cette année? Bah forcément, si vous dites Facebook est indispensable, les gens vont le faire. Donc il faut diviser en deux questions. Déjà, faites-vous du Facebook Ads? Et si oui, est-ce que votre budget de l'année à venir va augmenter ou diminuer? Voilà, c'est comme ça en fait que vous avez une vraie question. Il ne faut pas faire une seule question, mais deux questions. Le prix, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et comme si vous posez la question, comptez-vous augmenter votre budget marketing? Si oui, de combien de pourcents l'année prochaine? En fait, il y a déjà une réponse dans la question, comptez-vous augmenter votre budget marketing? Donc, vaut mieux dire, est-ce que votre budget marketing pour l'année prochaine va augmenter, baisser, et après vous dites bah, si baisse, est-ce qu'il va baisser de 5%, 10%, rester stable, etc., etc. Voilà. Ça multiplie les questions, mais ça donne au moins des vraies réponses.
Alors on peut aussi, comme je l'ai forcé, comme j'ai le sentiment dans les questions, de notes de 1 à 5 et à 1 à 4, 1 à 4 va forcer la personne. Il faut également afficher la barre de progression dans le sondage, surtout si vous avez un sondage qui est long. Si votre sondage il fait qu'une page, ok c'est bon, mais dès que ça fait plusieurs pages, une bonne astuce reste quand même de faire afficher une petite barre, on dit voilà, de progression, où on en est en fait, on est au début à la fin, parce que parfois les gens se disent oh là là, mais où j'en suis, il y a encore combien de questions, etc. etc. Voilà. Alors vous devez bien sûr minuter vous-même le questionnaire. Parfois en fait, bon, on peut tricher un peu, hein. Moi j'ai déjà fait, si le questionnaire dure 7-8 minutes, ben, on peut dire le questionnaire dure finalement allez 5 minutes, mais il ne faut pas non plus trop en faire parce que forcément ça se voit. Donc testez vous-même et faites tester par une autre personne, parce que généralement quand on a fait soi-même son questionnaire, clac, 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 ça va très vite, alors que la personne qui fait pour la première fois, elle ne connaît pas tout ça, et donc forcément elle va devoir lire les questions, faire attention à ce qu'on lui dit, etc. etc. Voilà. Vous devez également aussi éviter de dépasser les 20 questions. 20 questions, c'est déjà quand même pas mal. C'est quand même beaucoup, comme je le disais, quand on a plus de 20 questions, c'est que on a plusieurs objectifs, ou alors on n'a pas défini les objectifs, ou alors c'est peut-être une étude qualitative qu'il faut faire d'abord, et ensuite une statistique pour avoir des plus grandes informations. Voilà. Et avoir une étude spécifique, comme j'appelle, moi c'est ce que j'appelle une étude express, c'est vraiment tester un nom, etc. etc. Alors, pour maximiser le nombre de réponses, une bonne astuce c'est également de proposer un cadeau à la fin. Alors, moi, ça m'est arrivé de faire un petit concours en disant voilà, ceux qui répondront auront le droit à gagner un bon cadeau de machin, etc. etc. Bon, ça peut coûter un petit peu cher. Alors, la chance, c'est que maintenant, il n'y a plus obligation de faire un dépôt chez un huissier pour un jeu concours, donc ça vous coûte un petit peu moins cher. Mais bon, ça a quand même un coût certain. Donc, moi, ça m'est arrivé d'offrir un PDF. Alors, c'était en plus un PDF qui était déjà disponible sur le site, mais je l'ai retiré du site et hop, je l'ai offert aux personnes en échange d'une réponse. Et donc, j'étais assez étonné qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce document-là, alors qu'ils étaient déjà clients, mais comme la thématique était engageante et intéressante, ben voilà, tac, ils m'ont quand même rempli le questionnaire, et après, donc, ils ont réclamé leur petit cadeau. Voilà. Alors autrement, au niveau des enquêtes et des résultats, ne soyez pas trop rapide à vouloir avoir les réponses. Je connais certaines personnes qui disent bon allez hop, au bout d'une semaine c'est bon, allez hop, c'est bouclé. Or en fait, si vous avez un faible nombre de répondants, c'est-à-dire que si vous avez on va dire 60 personnes, 100 personnes, laissez-vous du temps, laissez-vous au moins 2-3 semaines. Parfois un mois après, vous avez des réponses parce que les gens qui sont en vacances, qui sont en arrêt maladie, etc., etc., ou qui n'ont pas le temps et puis qui retrouvent votre email, etc. etc. Donc attendez toujours un petit peu de temps, éventuellement faites une pré-analyse. Moi c'est ce que je demandais de temps en temps quand j'avais vraiment besoin d'avoir pour une réunion une étude et puis que forcément j'avais pas le temps. Ce que je faisais, je demandais une pré-étude et donc on prenait uniquement quelques réponses et on faisait une pré-analyse et ça permettait déjà d'avoir des idées au bout de 3-4 jours. Voilà. Mais donc c'est pas fiable à 100%, mais ça permet quand même de donner un sentiment encore une fois. Alors les embranchements, ça aussi, les embranchements, c'est par exemple si vous avez répondu oui, vous n'allez pas à la question 4, mais vous allez à la question 7. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça évite aux clients d'aller sur 50 000 pages et hop, ça zappe, c'est vachement plus sympa. Alors mon expérience est qu'il faut quand même éviter d'en mettre trop parce qu'après vous aurez trop d'options à tester, etc. Donc 4-5 comme ça, saut de questions, ça suffit généralement. Autrement, au niveau des questions, évitez les questions complexes, les questions personnelles, par exemple les revenus, l'âge et tout ça, au départ, mettez plutôt à la fin, parce que si vous commencez dès le départ à demander le chiffre d'affaires de l'entreprise, à demander le nombre de salariés, etc., etc., les clients vont dire oh non mais oh, c'est un peu, moi je peux pas dire ça, ou oh, non c'est pas obligatoire, blablabla. Donc ça commence mal. Il faut toujours commencer les questions les plus simples, par exemple le secteur d'activité, et uniquement après vous poserez des questions plus délicates, par exemple une question ouverte. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment sur l'entreprise, ou qu'est-ce que vous voudriez voir dans les prochaines versions, blablabla, enfin tout ça. Les questions qui sont beaucoup plus impliquantes, il faut les mettre toujours à la fin, quand il y a une ou deux questions, et en disant voilà, on a quasiment fini le questionnaire, nous aimerions avoir votre avis sur blablabla. Voilà. Alors, un élément aussi intéressant, c'est de faire un affichage aléatoire des questions. Ça, en fait, c'est important quand vous avez beaucoup d'items, que vous avez un questionnaire qui est long,
parce qu'en fait, naturellement, tout le monde a tendance à choisir les premières. Et puis si on choisit les premières, ah bah finalement c'est bon, j'ai réussi, puis j'ai les trois, il n'y a que trois réponses. Oh, puis voilà, je mets cela. Alors que si vous avez des questions qui sont en affichage aléatoire, et ben tout simplement, ben, c'est pas les mêmes qui vont être en premier. Donc là, vous évitez un biais. Ça, c'est important quand vous avez un long choix de questions. Voilà. Alors, faciliter le travail, hein, comme je l'ai dit, du répondant en mettant une liste d'items, ça c'est vraiment important. Hein. Testez-le avant, demandez à un collègue, etc. etc., etc. Évitez le jargon, hein, ça aussi, les termes un peu trop techniques. Il faut toujours expliquer et se mettre à la place des clients. Ce n'est pas des experts comme vous, ils ne connaissent pas votre produit sur le bout des doigts comme vous. Voilà. Si vous avez une question importante, par exemple une question sur la satisfaction de produit, il ne faut pas poser une question binaire comme je disais tout à l'heure, mais toujours des sentiments, comme je le disais, hein, une note de 1 à 5 c'est beaucoup plus précis. Hein, voilà. De même, ne demandez pas au client ce qu'il ferait. Est-ce que vous recommanderiez nos produits? Oui, non. Non, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais la vraie question c'est est-ce que vous avez déjà recommandé? Et sinon, pourquoi? Parce que dans l'absolu, c'est clair que bon, oui, oui, je recommanderais votre produit, je suis plutôt satisfait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi oui, pourquoi non, et éventuellement après identifier ces personnes-là. C'est vraiment cette possibilité, cette théorie vient véritablement apporter un biais à l'étude, et c'est pas la bonne question qu'il faut poser. C'est toujours se dire ce qu'il a déjà fait. Là, on a la vraie vérité vraie, et ensuite après, on peut dire mais si on faisait ci, et si on faisait ça, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Alors, évitez aussi les questions où le répondant doit saisir lui-même un par un les items. Là, encore une fois, hein. Vous mettez du autre, précisé, ou ne sait pas. Là aussi, la question ne sait pas, c'est également important. Elle est parfois un peu trop oubliée et il y a des gens en fait qui répondent par défaut parce qu'ils n'ont pas le choix, etc., etc. Donc, laissez toujours un ne sait pas ou un saisie libre qui peut être un commentaire, etc., etc., parce que ça permet de donner un petit peu son avis, déjà donner un sentiment, de voir s'il y a des items qui n'ont pas été oubliés, etc., etc. Alors, la partie numéro 3, une fois qu'on a donc en premier défini les objectifs, deux, qu'on a rédigé le questionnaire, c'est la publication et l'envoi du questionnaire. Alors, bien entendu, il faut éviter d'envoyer le questionnaire à chaud. De toute façon, si vous êtes par exemple dans le B2B, dans le B2C, hein, vous savez très bien qu'il y a des jours où ça marche plus que d'autres. C'est plutôt le lundi, le mardi, le jeudi. On sait très bien que le lundi matin à 8h, vous allez être noyé dans tous les emails des autres personnes, donc ça sert à rien de le faire ce jour-là. Vaut mieux le faire par exemple le lundi après-midi en rentrant du déjeuner où le mec il est encore un peu dans la pause et puis il se dit allez hop je vais répondre à la question. Ou alors des jours où le mardi où la personne a déjà éclusé une partie de ses mails, mais le jeudi aussi c'est bien, mais mercredi c'est le jour des enfants, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas là parce que ils sont allés chercher les enfants l'après-midi, etc. Et le vendredi il y a des RTT, et puis le vendredi on est obligé de boucler des dossiers, puis il y a des réunions souvent le vendredi où on part plus tôt. Donc là, forcément, il faut éviter plutôt ces jours-là. Voilà, de votre côté à vous, laissez-vous toujours un peu de temps pour relire le questionnaire. Parfois, en fait, moi je le vois, hein, on écrit un questionnaire, puis on est dit ah ouais c'est bon, c'est très bien, puis on le relit après, on se dit oh putain, j'avais pas vu la faute là. Il y a une énorme faute. Alors moi je suis un champion là-dessus pour mettre une faute dans l'objet de l'email. Tout le texte est nickel, mais l'objet de l'email, bam, comme je l'ai fait à la dernière minute, vite fait, là boum, il y a une faute d'orthographe, ou il y a un contresens, ou il manque un mot. Donc c'est pour ça que je m'envoie l'email, et généralement je le lis le lendemain, ou je le fais lire à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il faut essayer de le faire tester par quelqu'un d'autre, parce que en fait, vous ne pouvez pas redemander à des gens de reparticiper, surtout s'ils ont déjà répondu au questionnaire. Là, c'est terrible, quoi. Donc revalidez bien que vous n'avez pas trop de questions, que les questions sont en phase avec les réponses qu'on souhaite obtenir, parce que parfois ça m'est déjà arrivé de faire un super questionnaire, d'être super content, et puis de dire ah ouais mais en fait on voulait tester ça aussi, on a oublié, ah ouais c'est vrai, parce qu'on est parti dans quelque chose, ou alors on a posé d'autres questions, etc., etc. Puis on a oublié, on a révisé 5 fois, puis il y a 4 personnes qui ont revu le truc, etc., etc. Voilà. Donc bien sûr, ça répond à la problématique initiale, que vous avez bien listé les réponses possibles, blabla, blabla, blabla. Donc une fois que c'est fait, il faut trouver l'objet idéal. Un questionnaire en ligne, c'est comme en fait une invitation d'email. Hein. Il faut l'optimiser et j'aimerais avoir votre avis, par exemple. Ça marche généralement bien. Marc, j'aimerais avoir votre avis. Ou Monsieur Durand, voici un questionnaire pour vous. Monsieur Durand, votre satisfaction est importante pour nous. Ou est-ce que vous auriez 2 minutes pour répondre à 5 questions? Là, si on dit 2 minutes 5 questions, le mec se dit bon allez, 2 minutes 5 questions, ok d'accord, je vais le faire. Quoi.
L'objectif en fait de l'email, l'objet de l'email, c'est véritablement le faire ouvrir. À chaque fois, c'est une stratégie de petits pas. C'est-à-dire qu'on envoie avec un expéditeur donné. Alors bien sûr, variez aussi l'expéditeur. Ne mettez pas commercial at votre-société.com ou newsletter à votre-société.com, mais mettez par exemple service études ou mieux encore, je vous conseille fortement de mettre un nom de personne et l'ayant testé, un nom de femme un peu original fonctionne mieux qu'un nom d'homme. Oui, c'est pas non plus flagrant, hein. Mais je me souviens quand je travaillais en fait dans l'e-commerce, on avait fait un test. Il y avait, je crois que c'était Sébastien qu'on avait mis en envoi de newsletter, et ensuite il y avait Lola, et bien entendu, ben, c'est Lola qui avait gagné, hein, et bon, quand même à quelques pourcentages en plus. Et donc systématiquement, après on mettait un nom de femme parce que ça marchait mieux, quoi. Puis aussi, ça évite de passer dans l'anti-spam et de se faire un peu attraper, parce que si on envoie tout le temps avec le même expéditeur, moi ça peut être un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc comme je disais, c'est une petite étape, hein. L'objet, il a juste comme objet justement d'ouvrir l'email. Vous avez après l'étape de remplir et de pousser à l'action. Donc en fait, le corps de l'email, il est là en fait pour expliquer pourquoi c'est important, pourquoi le lecteur doit y participer et les bénéfices qu'il va en retirer. Pourquoi ça va l'aider, pourquoi ça va aider les autres acheteurs. Alors généralement, le message, il a une forme en ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Tu peux colmer cette question qu'on a vue tout à l'heure. D'abord, il y a la formule de politesse, hein. Bonjour Monsieur Martin, alors si possible, bien sûr, nommez-le. Pourquoi la personne reçoit ce message? Nous vous remercions d'abord de votre confiance, ou vous êtes client depuis X mois chez notre société, vous nous faites confiance depuis blablabla. Bla, 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 bla. Ensuite, vous expliquez, nous voulons justement améliorer nos produits, et nous allons améliorer le produit d'ici la fin de l'année, et nous avons des interrogations pour savoir ce que nous voulons mettre dedans. Ensuite, bien sûr, la durée des questionnaires, c'est pourquoi nous voudrions connaître votre avis vers ce questionnaire en X questions qui ne vous prendra que X minutes. Voilà. Et vous avez ensuite le petit bouton, je donne mon avis, je vote, je participe, je veux moi aussi définir ce qui verra dans le nouveau dans le produit, etc., etc., etc. Donc un bon bouton rouge de bonne taille, ou jaune, un bouton qui ressort. Et bien sûr, éventuellement, à la fin, juste après, vous mettez, pour vous remercier de votre temps, vous recevrez à la fin du questionnaire un bon d'achat de X euros. Et bien sûr, vous pouvez mettre après un message de remerciement, bien entendu, hein. Nous vous remercions par avance et nous vous souhaitons une bonne journée, blabla, blabla. Voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis là, mais vous mettez, si possible, le nom d'une personne avec la photo. Tout de suite, ça rend plus humain, et on a un taux de lecture et de participation qui est meilleur. Je vous dis, voilà, c'est Marc-Antoine du service études. C'est beaucoup mieux que le service études ou le service commercial. Voilà. Si le questionnaire est important, comme je disais, on fait d'abord un premier test avec 100 personnes, et après on analyse un petit peu les réponses, les taux d'abandon, etc. Alors, si votre questionnaire a des questions essentielles, mentionnez-le aussi. Ça, c'est important de dire, voilà, cette question est essentielle pour nous, prenez votre temps pour y répondre, etc. Rajoutez votre logo dans le questionnaire, parce qu'en fait, le client peut se dire, mais c'est qui m'envoie finalement ce truc-là? Un questionnaire avec un logo, c'est beaucoup plus officiel. Donc, il vaut mieux faire deux questionnaires pour poser des questions spécifiques. Par exemple, un questionnaire pour les nouveaux clients, un questionnaire pour les acheteurs du produit depuis X années, voilà, parce que c'est pas forcément les mêmes besoins, les mêmes choses. Vous pouvez le faire avec des embranchements de produits, etc., de questionnaires, comme je disais, passer une question à l'autre, mais c'est quand même plus simple de faire deux études avec des questions qui sont relativement similaires. Voilà. Le moment de l'envoi est également important, hein. Par exemple, si vous envoyez une enquête SAV, il faut le faire juste après l'achat et pas 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard. S'il faut, on change de média, on peut passer par du SMS ou de l'email, etc., etc. Voilà. Alors après, maintenant, on arrive à l'exploitation des résultats à 200%, parce que c'est bien de faire une étude, mais c'est bien que ça sert à quelque chose. Il faut toujours un plan d'action. Alors comme je disais, il peut y avoir une infographie, une conférence et tout ça. Si vous n'avez pas un bon taux de participants, vous renvoyez un peu plus tard un autre email, par exemple aux ouvreurs, mais en changeant l'objet de l'email ou en rappelant la date limite de réponse au questionnaire. Par exemple, vous n'avez plus que 24 heures pour répondre à ce questionnaire. Et si vous voulez éviter les tricheurs, faites également aussi un filtre via les adresses IP. Ça, c'est ce que fait régulièrement les entreprises de sondage et les solutions de sondage en ligne. Ça permet d'avoir quand même quelque chose qui est beaucoup plus fiable, et on évite les gens qui veulent absolument avoir leur réponse, absolument avoir cette fonction, en ayant donc un seul vote par adresse IP.
Alors, pour finir, on va voir ensemble quelles sont les utilisations marketing des sondages des questionnaires en ligne. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, hein, comment moi je les utilisais. Certaines personnes, en fait, n'ont pas encore une idée de toute la puissance qu'on peut en tirer, hein. C'est vraiment, pour moi, indispensable dès qu'on fait du marketing produit ou même du web marketing, hein. C'est vraiment un outil qui permet d'avoir, de conforter ses intuitions. Voilà. Après, bien entendu, il existe d'autres techniques, tester des produits avec du Facebook Live, Facebook Ads, avec du Google AdWords. Donc, oui, il y a d'autres techniques. Mais le questionnaire, c'est vraiment ce qui est le plus simple, surtout quand on s'adresse à des clients et même sur des prospects, ça permet vraiment de conforter son choix. Voilà. Alors, je vous ai mis ici quelques utilités que moi je fais. Alors la première en fait tout simplement c'est identifier les ambassadeurs et les détracteurs, c'est-à-dire ben voilà, se dire quel est le sentiment de mes clients sur mes produits. Ça c'est quelque chose qui est important, hein. Qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils sont plutôt contents, pas contents, et surtout qu'est-ce que je leur inspire. Alors c'est important d'avoir cette question-là, hein. Est-ce que vous recommanderiez nos produits et services à une de vos connaissances? Si oui ou sinon, pourquoi? À chaque fois, vous indiquez le petit commentaire. Le commentaire est souvent riche d'informations, surtout quand dans les commentaires négatifs, hein. Et quand il y a des commentaires négatifs, il faut surtout les traiter après parce que c'est des gens qui se sont exprimés, qui vous ont dit que ça allait pas. Et c'est encore le moment de les retourner. Alors, on a bien compris votre problème, comment on peut vous aider, etc. etc. C'est vraiment une chance pour vous. Voilà. Donc le NPS, moi je vous invite à le faire. Moi j'utilise régulièrement, ne serait-ce que pour voir un petit peu quel est l'état de la base et pour détecter en fait justement ces clients pas contents et après détecter également les clients contents. Alors les clients contents, moi je les traite d'une autre manière, c'est-à-dire que les clients contents, je les identifie et je les mets en fait dans une petite liste, un fichier à part et après automatiquement en fait ben, je leur envoie un petit message en disant voilà, j'aimerais avoir votre avis, est-ce que vous pourrez répondre à 5 questions? Et bien sûr 5 questions, c'est pourquoi vous nous avez choisi et tout ça en fait ça me permet après d'avoir quasiment un témoignage complet et d'alimenter ça de manière automatique. Voilà. Alors ensuite, les témoignages clients, ça aussi, là je vous ai indiqué la méthode un peu manuelle, où on sélectionne que les bons, mais vous pouvez aussi lancer automatiquement une étude dans votre chaîne marketing, dans votre marketing automation, quand vous envoyez un email par exemple 7 jours plus tard, vous pouvez dire au client, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez de notre produit, est-ce que vous pourriez nous laisser d'autres commentaires? Et voilà, et vous mettez ça, et après donc tout simplement vous pouvez publier ces données-là sur le site internet. Si vous mettez votre réponse sera affichée sur le site internet, blablabla. Et en fait, là, ça vous permet d'avoir très rapidement, comme ça, de manière automatique, des témoignages clients, surtout concrets, parce que vous pouvez soit citer les gens, soit dire Alain B, etc., etc. Donc en fait, c'est assez intéressant. Alors autrement, comme je vous le disais, moi j'utilise beaucoup pour les chiffres clés, hein, pour un communiqué de presse, une infographie ou une conférence. Ça prend pas beaucoup de temps. Si vous planifiez un peu en avance, vous avez votre étude, vous avez une crédibilité supplémentaire. Voilà. Alors analyser la satisfaction après un événement, une soirée, ça c'est indispensable. Moi je le fais toujours. Alors parfois on est un peu frustré parce qu'on a mis vraiment des gros efforts et puis les gens sont pas contents, mais c'est le seul moyen en fait de pouvoir améliorer les choses. Parce que parfois on se dit ouais on a fait un bon truc, la présentation était intéressante, et puis les gens disent que c'est parfois trop rapide ou c'était pas le sujet ou pas ceci ou pas cela, et ça vous permet aussi de trouver des idées après supplémentaires pour de nouveaux sujets. Donc moi je vous invite vraiment à systématiquement après un web séminaire, après une soirée, après un événement physique, etc., etc., d'envoyer ce petit questionnaire soit par email, soit en fait vous pouvez l'imprimer et le faire remplir en papier en le mettant sur les chaises. Alors par contre, le truc c'est si vous faites ça, vous avez une saisie à la main, donc ça peut être assez long, donc c'est pour ça que moi je préfère quand même l'envoyer par email derrière, autrement c'est vraiment compliqué quoi. Alors, après, dans les autres utilisations, moi, bien sûr, j'utilise l'étude express, hein. Une petite étude express avec deux trois questions, avec un test de produit, de service, de nom ou de concept. Par exemple, entre le nom A, B, C, D, lequel vous préférez. Voilà. Et donc, ça permet immédiatement d'avoir une décision hein, d'arbitre, surtout sur les clients. Sur les prospects, comme je le disais, c'est un peu différent parce que vous n'êtes pas forcément affiché et ils ne sont pas vraiment dans l'acte d'achat, mais pour les clients c'est vraiment super utile. Voilà.
Alors également, quand vous êtes dans une entreprise, en particulier dans une start-up ou quand vous êtes en fait dans une grande entreprise, c'est super important de sonder régulièrement le moral des troupes. Parce que souvent en fait le DG ou les directeurs sont un petit peu pris dans leur bulle et pour eux bah, tout va très vite et ils ne se soucient pas trop ce qui se passe dans la base. Or en fait si vous voyez dans votre entreprise en fait un taux de départ qui est important, si vous avez un turnover qui est supérieur à 5-10% à l'année, alors là, il faut vraiment se poser des questions parce que bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre entreprise. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, les missions? Est-ce que c'est un manque de visibilité sur l'avenir? Bref, vous pouvez comme ça faire une étude et c'est vraiment intéressant parce que ça permet de réaligner et de se reprendre parfois un coup dans la tête pour savoir vraiment bah, quelle est la réalité? Parce qu'en fait, bon, ça va être encore une fois le blabla et un peu le bullshit habituel, mais ce qui fait le succès d'une entreprise, ben, c'est avant tout des hommes, hein, c'est les hommes qui sont dedans, et donc il faut les soigner, surtout si vous avez en fait, par exemple, ben, des difficultés à recruter des bonnes personnes, en particulier dans les populations techniques, développeurs, tout ce qui est par exemple web marketeur, et tout ça, toutes des populations qui sont assez volatiles ou qui ont des compétences bien particulières, ben, il faut quand même faire attention à ça. Voilà. Alors, ensuite, obtenir des chiffres pour calculer un business plan. Ça, moi, j'ai souvent fait. Vous sortez un nouveau produit, qu'à-mouette les hypothèses d'achat. Généralement, vous avez une hypothèse hausse ou basse ou moyenne. Moi, généralement, j'en prenais que deux. Je prenais juste hausse, haute ou basse, hein. Je faisais pas trois hypothèses parce que déjà, c'est très long à faire. Mais au moins, ça permet un petit peu de valider et se baser sur quelque chose qui est plus ou moins proche de la réalité, quoi. Alors, ça sera jamais proche à 100%, mais ça donne une idée quoi. Et puis bon, quand vous allez voir votre DG avec une idée de produit, c'est quand même beaucoup plus facile quoi. Voilà. Enfin du succès du produit. Alors demandez ensuite aux acheteurs et aux non-acheteurs d'un produit pourquoi ils n'ont pas commandé. Ça je l'ai fait plusieurs fois, surtout en fait quand un produit est un échec. Ça m'est arrivé une fois ou deux, lancer un produit et puis waouh, les ventes sont pas au niveau. Alors parfois c'est parce que j'ai eu des précommandes beaucoup et puis finalement au niveau de la vente bah, ça passe pas. Et là en fait justement cette étude elle arrive là pour dire mais ok, vous avez cliqué, mais pourquoi vous n'avez pas acheté? Et parfois, on se rend compte que c'est du vocabulaire, que c'est un prix, c'est une manière de présenter le produit, tout ça en fait, ou c'est même le nom du produit qui fait que ça va pas, quoi. Et c'est vraiment intéressant. À contrario, là c'est pour tester après un échec. À contrario, ce qui est super intéressant, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire, on fait du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on va s'adresser au client et on va lui dire, bah, quel est votre plus gros problème actuel? Quel est votre plus gros challenge? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Et à ce moment-là, en fait, le client va vous dire, bah, c'est plutôt ça, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Donc bien sûr, vous mettez une liste déroulante et vous laissez surtout la personne s'exprimer, montrer ses propres choix. Et là, vous savez en fait ben, qu'est-ce qui l'intéresse. S'il a pu mettre ses mots en plus là-dessus, bah, vous allez pouvoir dire, bah, ok, d'accord, j'ai compris, 40% de mes clients sont inquiets parce qu'il y a ceci, cela. Et ben voilà, c'est le produit qu'il faut mettre et c'est le nom et le vocabulaire qu'il a mis, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est puissant à la fois pour les non-acheteurs quand un produit fait un four, mais également pour les acheteurs quand bah, tout simplement vous voulez tester un nouveau produit et leur demander directement ce qu'ils vont acheter. Parce que c'est quand même plus facile de sortir un produit dont vous êtes sûr que les clients attendent le développement que de dire tiens j'ai une super idée et je vais sortir tel produit et vérifier après quand ça marche pas quoi. Donc c'est ce principe-là de passer en reverse engineering, il est vraiment hyper puissant et moi je le fais régulièrement. Par exemple, il y a quoi, il y a 6 mois de ça, 7 mois, j'avais sorti en fait un produit. Enfin, j'allais sortir un produit. En fait, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais à peu près 3 4 jours pour sortir un produit. Et j'hésitais entre deux produits. Le premier produit, en fait, c'était tout simplement un mois pour écrire du contenu qui fait rêver. C'est-à-dire un petit bouquin à 7 euros qui explique aux gens comment écrire un super article de blog. Voilà. Et en alternative, j'avais la Star Marketing Academy qui était un produit avec tous les mois des trucs et astuces pour trouver des clients, générer du trafic et tout ça. Et bon, moi, j'avais pas le temps de faire les deux. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Et donc, en fait, j'ai posé la question. Et bien sûr, bah, c'est la Star Academy, Star Marketing Academy, qui est sortie en premier parce que les gens voulaient des trucs un peu concrets, parce qu'ils ont testé 50 000 méthodes et ils veulent en fait des trucs qui sont applicables tout de suite, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment
quelque chose qui m'a permis de choisir, de me concentrer sur les efforts et faire en sorte que ben voilà, j'ai eu plusieurs centaines d'abonnés dès le départ, quoi. Et c'était vraiment intéressant de ne pas perdre son temps sur un produit alors que je sais que l'autre allait faire un carton qui était bien plus important. Voilà. Autrement, ça c'était en fait la préoccupation, hein, c'est ça. Hop, c'était le truc dont je disais. Autrement, un baromètre, ça aussi, alors ça on fait plutôt dans les grandes entreprises, un baromètre en fait sur plusieurs années, sur les concurrents, qui sont les principaux concurrents, la satisfaction, etc. Et ça me servait beaucoup en fait quand on voyait arriver des nouveaux concurrents sur le marché. Hop, quelque chose qui est nouveau, qui sort dans les stats, et tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On regarde un petit peu et on peut analyser sa part de marché. Et après aussi, on peut se dire, bah tiens, est-ce que ça vaut le coup d'investir un marché ou pas, ou d'aller contrer ce concurrent ou pas? Si on voit qu'il progresse chaque année, ah ouais, à ce moment-là, bon, on va peut-être faire quelque chose, mais bon, si on reste à peu près stable en chiffre d'affaires, en notoriété, voilà. Et autrement, si on voit aussi qu'il progresse, ben on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui marche? En quoi lui, il arrive à faire un carton et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Et donc, on peut trouver comme ça des idées. Après aussi, cette étude-là sur la notoriété, est un excellent moyen de voir s'il y a un corridor stratégique à exploiter sur un marché. Je m'explique. En fait, c'est simple. Quand dans un marché, en fait, vous avez beaucoup d'acteurs, par exemple, on va dire dans le marché du CRM, voilà, la gestion de la relation client. Imaginons que vous ayez comme c'est le cas, plusieurs centaines de marques. Donc il y a des grandes marques, Salesforce, Microsoft CRM, FIC CRM. Donc il y a beaucoup de marques. Mais quand vous faites en fait une étude sur des prospects en leur disant mais quelle est la marque que vous connaissez en CRM? Et là, bien sûr, on s'adresse à des prospects, on ne demande pas à des clients. Si vous leur demandez ben, quelle est la marque la plus connue, et ben en fait, ils sont quasiment incapables de citer une marque connue. Il n'y a personne qui fait, on va dire, 20-25% de plus de citations comme ça, de notoriété spontanée sur le secteur d'activité. Bah, ça veut dire tout simplement qu'il y a un corridor stratégique à exploiter, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est suffisamment connu, qui est une marque suffisamment forte, et donc vous pouvez exploiter cela pour être la référence sur le marché. Alors bien sûr, ça nécessite un petit peu de moyens, hein, parce qu'on ne va pas y arriver avec de la génération de trafic et du co-hacking classique. Acquérir de la notoriété, c'est de la visibilité, c'est de la communication. Mais c'est intéressant de se dire que si vous voyez comme ça un corridor stratégique, vous allez vous dire ok, maintenant moi ce que je vais faire, je vais travailler sur ma notoriété, ma communication. Pour l'instant, il n'y a aucun leader, il n'y a aucun personne qui sort du lot. Moi, je vais le faire et c'est moi qui vais devenir la référence dans le secteur d'activité. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ça, soit en phase d'étude de marché, soit en phase de sortie de produit, soit en analyse en fait de son marché, hein. Voilà. Alors ensuite, les canaux de distribution, ça c'est simple, hein. Moi je le faisais régulièrement. Je demandais aux clients mais par où vous avez commandé les produits. Et là à ce moment-là ils vous disent c'est le web, c'est le bouche à oreille, c'est mon expert comptable, c'est ceci, c'est cela. Et en fait ça vous permet après de savoir où vous allez pouvoir essayer de concentrer vos efforts. Alors faites attention encore une fois à cette question parce que le fait de où vous avez acheté le produit et à qui vous avez demandé pour acheter le produit, c'est pas la même chose. Alors, les gens peuvent très bien dire voilà, j'ai acheté le produit parce que c'est mes amis, le bouche à oreille, etc., qui me l'a recommandé, et ils peuvent l'avoir acheté par exemple dans un magasin, Darty ou sur internet, etc., etc. Donc c'est un petit peu différent entre la recommandation, le processus d'achat et le lieu d'achat en fait, hein, bien entendu. Voilà. Alors après également, moi j'utilisais pour valider le mix produit. Alors le mix produit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre dans le produit. Voilà. Alors qu'est-ce qui est important pour vous, hein? Noter de 1 à 5, par exemple la documentation, noter de 1 à 4 le service SAV, etc., etc. Donc en fait, dans l'achat du produit, qu'est-ce qui était important? Là, vous pouvez savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour l'acheteur, qu'est-ce qui ne compte pas, et parfois on a des surprises. Et moi, je l'avais fait une fois, hein, sur un produit. J'avais vu en fait que la documentation et les formations vidéo étaient bizarrement quelque chose d'important. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur la boîte? J'ai fait marquer inclus un manuel de 200 pages, plus 1 heure de web formation sur internet, plus 4 heures de formation vidéo, blablabla. Et donc en fait en montant ça sur la boîte et en validant bien que c'est un critère d'achat important, ça permet de se différencier par rapport aux concurrents, parce que le client quand il va aller en magasin ou qu'il va regarder sur internet, il va comparer les deux produits, et si pour un nouveau client la doc c'est important, l'accompagnement c'est important, et là bam, vous allez faire tout de suite la différence. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien et qui est vraiment simple. Voilà.
Ensuite, segmenter la base, ça aussi, ça se fait beaucoup en marketing. Alors moi, je le fais que de temps en temps, je le fais pas trop souvent. Mais c'est vrai que si on veut avoir des meilleures performances pour ces emails, il n'y a pas de mystère, hein, il faut segmenter. C'est-à-dire que vous avez généralement une liste d'abonnés à votre newsletter, et dans votre liste d'abonnés à la newsletter, il y a des gens qui sont plutôt intéressés par la thématique A, d'autres qui sont intéressés par la thématique B, et manque de bol, actuellement, vous mixez un peu de A, un peu de B, etc. etc. Et donc en fait, les gens se retrouvent un peu frustrés, ils ne trouvent pas exactement ce qu'ils veulent à la fois dans les newsletters informatives et à la fois dans les promos. Il y a une fois sur trois, c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se désabonnent ou ils lisent plus vos emails au bout d'un moment. Donc en faisant en fait une petite enquête en disant voilà, est-ce que vous préférez plutôt A, B ou C, et en analysant ensuite les clics, sur quoi ils ont cliqué, et là tout simplement vous savez quel est le contenu, quelle est la thématique la plus pertinente pour votre fichier de prospect, et là boum, vous pouvez avoir des offres qui vont tout de suite cartonner beaucoup plus. Alors, autrement, les freins à l'achat aussi, ça aussi, j'ai utilisé de temps en temps. Alors, les freins à l'achat, c'est surtout intéressant quand on voit qu'on a beaucoup de gens qui vont sur votre site internet mais qui ne commandent pas, ou qui ont ouvert un email mais qui n'ont pas acheté de produit, ou alors finalement on a un taux de visite sur le site important, mais bon voilà, ça ne marche pas des masses. Donc voilà les freins à l'achat. Donc là on peut dire voilà, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas commandé, qu'est-ce qui vous manquait comme information. Alors ça on peut le faire donc par un questionnaire si on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui est intéressant c'est le qualitatif. C'est quand même plus intéressant d'aller au fond des choses et de pouvoir discuter avec une personne. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques utilités des questionnaires, hein. Après, ce qui est important, c'est de vous lancer. C'est pas de rester comme ça dans la théorie. Un questionnaire, ça prend pas forcément beaucoup de temps, et ça peut vraiment vous aider à la fois en termes de visibilité, de notoriété, de connaissance marché, d'efficacité au niveau marketing et commercial. Donc c'est vraiment essentiel de mener votre première étude, et vous verrez une fois que vous avez fait la première, c'est vraiment simple, parce que généralement vous avez pris le bon pli, et puis là je vous ai donné quand même quelques trucs et astuces de plus de 15 ans d'expérience, d'études, à la fois en fait avec des études à titre personnel sur le blog Conseil Marketing, mais également des études qui sont faites auprès de dizaines de milliers de personnes. Moi je me souviens, mais on envoyait 30 000, 40 000 études, et on avait 600, 700 réponses. Enfin bon, c'était quand même des grosses études. En plus, à l'époque, ça se fait un peu moins maintenant, mais à l'époque, on appelait beaucoup au téléphone les gens pour faire des questionnaires assistés, parce qu'on avait beaucoup de questions. Donc c'était des études qui coûtaient plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc maintenant, ça a bien changé, hein. Alors bien entendu, les outils sont vraiment démocratisés, hein. Maintenant, les grosses études, comme je le disais, avec les gens qui appellent au téléphone, avec des entreprises spécialisées, c'est accessible à tout le monde, hein. L'important, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus au départ. Après, l'outil est vraiment simple. Moi, actuellement, par exemple, j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Drag and Survey, drag comme glisser, et survey comme une étude en anglais. C'est un petit produit sympa, donc qui est en version premium, hein. Enfin freemium on va dire, donc une version gratuite de base qui peut avoir jusqu'à 200 réponses. Et en fait là moi je vais l'utiliser à peu près dans une semaine pour justement identifier le prochain produit que je vais produire sur Conseil Marketing, parce qu'en fait justement je vais demander à mes clients voilà, quelle est votre problématique principale, en quoi je peux vous aider, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, en quoi je pourrais vous aider, blablabla. Bla bla bla. Et là en fait ces questions là ça va me permettre d'avoir un produit qui va véritablement répondre à une attente, et dont le succès normalement devrait être garanti. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose que je vais mener dans les semaines à venir, même dans les jours à venir. Donc j'espère que ce petit enregistrement vous aura aidé, hein. C'est important de faire une étude, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte quasiment rien, et ça permet tout de suite d'avoir plus de factuels, et de se poser les bonnes questions, et d'avoir surtout les bonnes réponses. Alors à vous de jouer, à bientôt.